J'avais l'impression que je pouvais rien faire, qu'on contrôlait ma vie, j'étais comme un espèce de pantin. J'ai été placé en famille d'accueil d'urgence parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de violences physiques. J'étais un peu l'enfant de trop et je suis resté donc pendant 5 ans chez une famille d'accueil qui a été vraiment extrêmement gentille avec moi. C'était un peu comme une deuxième mère en fait, quelque part. Et un jour, Accueil Famille, donc le service à la protection à l'enfance, a décidé de m'enlever de cette famille d'accueil parce que j'étais trop attaché. Et donc du jour au lendemain, comme ça, on m'a dit écoute, tu pars en colo, tu reviendras, mais finalement je suis jamais revenu. En fait, cette séparation, je l'ai vécue comme une trahison. J'étais trop révolté, genre. Quand je suis parti, j'avais 7 ans et j'étais mis dans un foyer et je voyais tous ces enfants qui étaient un peu perdus, qui me faisaient un peu mal au cœur. Il n'y avait pas vraiment de suivi, en fait, de l'enfant. J'étais même pas à l'école. On m'avait pas scolarisé parce que il y avait pas assez de place. Alors du coup, qu'est-ce que je fais, genre? Et j'y suis resté peut-être 4-5 mois, en fait, où j'ai été abusé sexuellement par un des moniteurs, en fait, je pourrais dire. En fait, j'étais dans la chambre. Il commence à baisser mon pantalon. Et moi, je comprenais pas. Je veux dire, quand t'as 7 ans, tu conscientises un petit peu ce qui se passe, mais pas vraiment. T'as un peu l'innocence qui est là. Alors, du coup, tu sais pas si c'est juste, tu sais pas si c'est grave. Et en fait, tu t'en rends compte juste vraiment après. Du coup, j'étais pas vraiment à l'aise. Il fallait qu'on trouve vraiment une famille d'accueil très rapidement. Et on m'a trouvé une famille d'accueil qui, au début, s'est très, très, très bien passée. Mais le problème, c'est que ils avaient ce truc de l'enfant hétéro, l'enfant qui va jouer au foot, futur playboy, tout ça, ce que je n'étais absolument pas. Je jouais au Barbie, enfin rien à voir quoi. Moi j'avais besoin d'être aimé, donc j'étais prêt à tout, faire tout ce qu'on me demandait de faire. Et en fait, quand au fur et à mesure du temps, ils ont compris que bah, c'était pas du tout mon truc. Son comportement changeait pas vis-à-vis de moi, mais déjà elle buvait de l'alcool, tout ça, c'était dur. Et en plus, je l'aimais en fait. Même si elle commençait à boire, il y avait commencé à avoir un peu de violence verbale, puis après ça a été vraiment de la violence physique et tout. J'avais besoin d'aimer les gens. En fait, ça a commencé petit à petit. Il n'y a pas d'événement déclencheur, c'est vraiment genre petite insulte, et puis vraiment ça commence à monter crescendo. Les insultes qu'elle me sortait, c'était genre grosse merde, tu n'y arriveras jamais, voilà, tu sers à rien. Je me rappelle d'une fois, j'avais envie de boire. J'ai dit excuse-moi, est-ce que je peux boire de l'eau? Et elle me dit non, t'attends d'être à table. Son mari, au bout d'un moment, il a dit bon, j'avoue là, t'abuses un peu, genre. Elle a rempli la carafe d'eau, donc en verre, et elle me l'a lancé dessus. Ouais, elle me l'a lancé dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois où elle me déshabille carrément dans la douche, et douche froide quoi. Là, je l'ai vraiment dit. Système ASE, accueil famille, ils m'ont pas cru du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Parce qu'elle, quand elle arrivait, c'est ouais, non, super, Joris, ça se passe très très bien et tout. Mais par contre, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais troubles. Là, j'étais vraiment en colère. J'avais peut-être 10 ans et je suis arrivé, je me suis pointé un jour et j'ai dit écoutez, c'est pas parce qu'on est reconnu en tant que famille d'accueil qu'on n'a pas des défauts. Mais c'est un truc de dingue, mais personne ne me croyait. Mais vraiment, personne ne me croyait. Genre, j'étais seul à me dire on me frappe, on m'insulte. Et du coup, je commençais à péter des crises et tout ça. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et en fait, on a décrété qu'on allait mettre dans un ITEP. Un ITEP, c'est là où on met les enfants qui ont des problèmes perturbateurs. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Le plus dur, c'est qu'on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a personne, et on doit trouver une solution. On fait quoi? Je me sauve, je fugue, je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, mais je me suis dit, je fais quoi? Donc j'ai passé peut-être 3 ans chez eux. Et alors là, violence physique, hein, parce que j'étais gay, donc tous les jours, j'arrivais avec une boule au ventre parce que c'était des malades. C'était, elle va sucer ma bite, des trucs comme ça tous les jours. À chaque fois que je me levais le matin, j'en avais marre en fait de me lever avec une boule au ventre, de me dire, je vais dans ce centre-là. En plus de ça, à côté, j'allais au collège, j'avais l'impression d'appartenir à personne. C'était très bizarre. Et la violence physique, quand je suis arrivé, parce qu'il y avait des grands. J'étais dans un service où il y avait des gens, ils avaient genre 15 ans, et moi j'étais plus petit, donc j'enchaînais quoi. Je suis sorti de cet établissement et on m'a dit mais Joris, je suis sûr qu'il y a un truc. Il y a quelque chose en fait. Et j'étais en mode mais il y a rien du tout. Enfin genre tout va bien. Et en fait on m'a dit on t'irait dans une SECPA. Section d'enseignement général professionnel adapté. Et là à ce moment-là quand on m'a annoncé ça j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais en mode putain c'est fini genre. Enfin j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais en fait. J'avais l'impression que je pouvais rien faire. Qu'on contrôlait ma vie, j'étais comme un espèce de pantin. C'est quand que vous allez décider à m'écouter, genre. Ça a duré plus longtemps, le harcèlement, parce qu'en fait, on m'attendait dehors, au collège, et on me frappait, en fait. Genre, on me frappait, et puis j'essayais de passer le plus souvent mes récrés aux toilettes. Des fois, je mangeais pas, genre. J'avais trop peur de rentrer dans la cantine, genre.
Donc après ces années-là, j'étais chez une famille d'accueil avec qui, au début, ça a été compliqué. Elle était veuve, j'étais pas facile, je venais d'avoir tout ce background. Je pense que c'était important qu'elle puisse m'écouter. Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'elle pouvait peut-être pas. Il y avait quand même aussi un jeune homme qui était très macho, parce que voilà, j'étais gay, j'étais très efféminé. Je l'assumais pas encore parce que voilà, j'avais peur, mais je pouvais pas faire ce que je voulais. Et donc, du coup, je me sentais pas libre. Quand il est parti, il y avait vraiment un truc parce qu'il est parti au bout de 2 ans, je sais plus, et ça m'a vraiment fait du bien. Et en fait, j'ai commencé à ce moment-là à apprendre, à connaître la famille d'accueil dans laquelle j'étais. Et ça s'est un petit peu mieux passé. Après, il y a eu toujours des moments où c'était très compliqué, quand même, hein, parce que j'avais besoin de m'exprimer. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être à Paris. Quand j'étais dans ma toute première famille d'accueil, je priais devant la salle de bain en mode « je veux aller à Paris, j'espère un jour je serai à Paris ». Je suis allé dans un lycée professionnel donc de mode, donc j'ai fait mon stage à Paris. J'ai fait une rencontre super, je vous en parlerai après. Là, j'ai vécu mais comme un espèce de rêve où j'avais l'impression d'être moi-même et c'était incroyable. Cette puissance de se dire tu peux arriver à faire des choses, t'es capable en fait mon gars, genre. Après le rêve, genre, c'est Cendrillon, tu sais, après tu reviens genre dans la campagne et tout. Elle m'a dit une phrase qui genre j'ai pas pu supporter, elle m'a dit écoute, tu iras là où on te dira d'aller, tu feras ce qu'on te dira de faire. J'avais connu cette liberté, le fait qu'on me réenferme comme ça, c'était pas possible. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tellement pété les plombs qu'elle m'a menacé d'appeler la police. Et j'ai dit non, non, c'est pas possible et tout. Et en fait, elle allait vers la fenêtre. Avec ma main, genre, je traverse la vitre. Et en fait, là, j'ai encore le petit truc. On a pleuré ensemble. C'est-à-dire qu'à la fin, je veux dire, on se détestait, mais je veux dire, c'était tellement un moment genre hyper fort. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit ok, j'appelle l'ambulance, qu'il y avait du sang partout. Et donc après, elle m'a dit écoute, c'est pas possible, je peux pas te garder quoi. On va se tuer. Genre. Et donc après, je suis allé chez une famille d'accueil relais, le temps de m'installer à Toulouse dans un appartement, de voir la suite pour moi. Et après, je suis arrivé à Paris et en fait, la personne que j'avais rencontrée en stage à Paris, eh ben, on a ce projet d'adoption, donc qu'il devienne mon père. Parce qu'il a été là et ça fait maintenant 3 ans qu'on a ce projet-là. Les séquelles de ce que j'ai vécu, c'est la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, la peur de ne pas réussir, la peur d'être seul par moment, la peur de ne pas être compris. Mais ça va beaucoup mieux. Mais c'est quand même, au niveau relationnel amour, j'y arrive pas du tout. Je veux pas appartenir à quelqu'un. Et je veux pas que cette personne m'appartienne, enfin voilà. J'ai l'impression de pas le mériter en fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être compatible avec le couple, ou j'ai l'impression que j'aurai toujours des problèmes avec ça, que je suis pas assez comme ci pour une personne, je suis pas assez comme ça pour une autre personne, enfin bref. Donc pas de couple, pas de risque. Pour l'instant, je pense que c'est bien que je puisse me protéger de ces choses-là. Peut-être le temps que je guérisse ou un truc comme ça, et après revenir dans le game, genre. Un game de l'amour. Je suis très reconnaissant de tout ce qu'on a pu faire pour moi. Vraiment, je ne regrette absolument rien. Si c'était à refaire, je le referais pas. Clairement, c'est vraiment un truc en plus et je suis très content.